Bonjour à tous. Tout d'abord, merci pour tous vos commentaires et vos encouragements concernant... Attendez. Là. Concernant ma dernière vidéo où je vous partageais mes états d'âme et où je vous confiais un peu de ce que je vivais. Merci beaucoup, ça m'a remonté le moral déjà de savoir que je n'étais pas seule dans cette situation et que ça fait toujours plaisir de savoir qu'on n'est vraiment pas seul à vivre des périodes difficiles, même si je sais que je suis pas non plus je suis au fait de je sais que tout le monde traverse des périodes difficiles, mais c'est vrai qu'entre le fait de le voir dans des émissions à la télé ou comme ça, ou de le lire, c'est vrai que on se rend pas forcément trop compte, mais je m'embrouille de vous lire et de voir que directement en me parlant à moi, vous aussi, bon bref, en tout cas merci beaucoup, ça m'a fait très plaisir et je pense que d'ici on est le 12 février, d'ici la fin du mois, je pense que déjà ça sera bientôt l'arrivée du printemps. Donc ça fait toujours plaisir d'être dans cette période un peu plus estivale et un peu plus joyeuse que je sais plus comment on dit, les de l'hiver. Voilà. Bon, alors aujourd'hui, et parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur le sujet, nous allons partir, mesdames et messieurs, dans les étoiles. Voilà, j'espère que vous êtes confortablement installés et je vais débuter cette vidéo avec un article. La NASA cherche à déterminer le nombre de trous noirs supermassifs dans l'univers pour percer ses secrets. Il existe différents moyens pour faire progresser l'astrophysique et la cosmologie dans le but de comprendre comment l'univers observable avec ses étoiles et ses galaxies a évolué depuis le Big Bang. On peut en particulier étudier les populations de trous noirs supermassifs derrière les quasars et autres noyaux actifs de la galaxie. Non, de galaxies. Les chercheurs viennent pour cela de combiner des données datant de plus de 40 ans. Prises dans l'infrarouge et des données récentes acquises dans le domaine des rayons X énergétiques.
Einstein ne croyait pas à l'existence des trous noirs. Il pensait même avoir démontré qu'ils ne pouvaient pas se former théoriquement. Mais sur ce point, il avait vite été démenti par les travaux d'Oppenheimer et son élève Snyder à la fin des années 1930. Encore vers la fin des années 1950, John Wheeler et pas plus Yakov Zeldovich ne croyaient qu'ils pouvaient se former en pratique. Avant, là aussi, d'être démentis par des simulations numériques sur ordinateur. Aujourd'hui, après les observations faites avec le VLT, Hubble et des télescopes spatiaux observant dans le domaine des rayons X, comme Chandra et NuSTAR, sans oublier celles effectuées dans le domaine radio rendues possibles par les membres de la collaboration Event Horizon Telescope et bien sûr les détecteurs d'ondes gravitationnelles LIGO et Virgo. On a toutes les raisons de penser que les trous noirs existent dans toutes les galaxies, en particulier au centre des grandes galaxies spirales et elliptiques. Pour le moins, nous savons avec certitude qu'il existe des astres compacts qui ont des propriétés que doivent posséder des trous noirs, à défaut d'avoir celles qui les définissent vraiment. Un horizon des événements, mais c'est un autre sujet. Des trous noirs dissimulés par des tores de poussière. Dans l'hypothèse où les trous noirs existent vraiment, il est important d'avoir une évaluation de leur nombre dans le cosmos observable, notamment pour mieux comprendre l'évolution des galaxies depuis leur naissance après le Big Bang. La NASA vient justement de faire savoir que plusieurs instruments avaient été mis à contribution pour estimer le nombre de trous noirs supermassifs. Un communiqué de la NASA explique en effet aujourd'hui, selon un article publié dans The Astrophysical Journal, à propos de cette campagne d'observation et dont une version se trouve en accès libre sur Arxiv, qu'environ 35% des trous noirs supermassifs sont quasi inobservables car fortement obscurcis par des nuages de gaz et de poussière environnants, si épais qu'il en bloque même la lumière X de faible énergie. En fait, cela pose potentiellement problème car, selon la théorie, ce nombre devait être plus proche de 50% en se basant sur des modèles de croissance des galaxies. Ce qui fait dire au communiqué que si les observations continuent d'indiquer que bien moins de la moitié des trous noirs supermassifs sont cachés, les astrophysiciens devront ajuster certaines idées clés qu'ils ont sur ces objets et le rôle qu'ils jouent dans la formation des galaxies. En fait, les nuages de gaz et de poussière capables de cacher un trou noir supermassif ont la forme d'un tore ou d'un beignet. Si le trou en forme de beignet est tourné vers la Terre, le disque d'accrétion, chauffé par le frottement visqueux du gaz tombant en spirale qu'il contient, est visible. Si le beignet est vu de profil par un observateur extérieur, le disque est obscurci. Cette variation des points de vue est impliquée par ce que l'on appelle le modèle unifié des noyaux actifs de galaxies. d'Iras à NuSTAR, il se trouve toutefois que le tore de gaz et de poussière est un peu chauffé, également par le rayonnement du brillant disque d'accrétion. Il rayonne alors dans l'infrarouge, de sorte que les trous noirs initialement inobservables dans le visible le deviennent si l'on passe à l'infrarouge. De fait, déjà au début des années 1980, IRAS, qui a
fonctionné pendant 10 mois en 1983 et était géré par le mythique JPL de la NASA en Californie du Sud, avait débusqué de possibles torts de ce genre. Mais il pouvait s'agir aussi simplement de galaxies avec une formation d'étoiles intenses, chauffant un contenu important en nuages interstellaires poussiéreux. Les chercheurs ont finalement combiné les données d'IRAS avec celles de NuSTAR pour réduire les ambiguïtés. Des rayons X sont émis par certains des matériaux les plus chauds autour d'un trou noir supermassif, et cette signature sous forme de photons X est parfois assez énergétique pour traverser sans problème les tores. Même si la détection de ces photons X peut prendre des heures d'observation. Les résultats publiés aujourd'hui sont commentés par Peter Boorman, astrophysicien à Caltech à Pasadena en Californie, responsable de l'étude. Je suis étonné de l'utilité d'IRAS et de NuSTAR pour ce projet, en particulier malgré le fait que l'IRAS date de plus de 40 ans. Je pense que cela montre la valeur patrimoniale des archives de télescopes et l'avantage d'utiliser plusieurs instruments et longueurs d'onde de lumière ensemble. Le communiqué de la NASA se conclut en expliquant que déterminer le nombre de trous noirs cachés par rapport aux trous non cachés peut aider les scientifiques à comprendre comment ces trous noirs deviennent si gros. S'ils grandissent en consommant de la matière, alors un nombre significatif de trous noirs devrait être entouré de nuages épais et potentiellement obscurcis. Boorman et ses co-auteurs affirment que leur étude soutient cette hypothèse. Passons maintenant à Hubble. Hubble a débusqué une mystérieuse étoile dans la Voie lactée, baptisée Rôdeur Bleu. Nous sommes en 2025, on pourrait croire que tous les types d'étoiles dans la Voie lactée sont connus, mais on peut encore avoir des surprises comme ce fut le cas en 1953 pour l'astronome états-unien Alan Sandage et sa découverte des Trédardes bleues. Aujourd'hui, le télescope Hubble se penche sur le cas d'une autre trouvaille exotique, des astres baptisés des Rôdeurs bleus. C'est l'occasion de rappeler au passage quelques notions d'astrophysique et d'histoire de l'astronomie. Connaissez-vous M3, l'astre qui porte le numéro 5272 dans le New General Catalogue of le nouveau catalogue général de nébuleuses et d'amas d'étoiles, l'un des catalogues astronomiques les plus connus contenant 7840 objets du ciel profond, principalement des galaxies, mais aussi d'autres types, recensés par l'astronome l'Irlando-danois John Dreyer jusqu'en 1888. C'est un amas globulaire situé dans la constellation des chiens de chasse, à environ 33 300 années-lumière du système solaire, et qui n'a été débusqué qu'en 1764 par l'astronome français Charles Messier. Mais ce n'est qu'en 1784 que l'astronome germano-britannique d'origine allemande William Herschel, découvreur d'Uranus et du rayonnement infrarouge, a été le premier à résoudre M3 en étoile et à le reconnaître comme un amas. En 1953, l'astronome Alan Sandage va mettre NGC 5272 sur le devant de la scène en y faisant une découverte qui va laisser un temps les astrophysiciens perplexes, celle de la première étoile dite Trédarde bleue.
M3 est l'un des plus gros et des plus brillants amas globulaires découverts à ce jour. Il contient environ un demi-million d'étoiles, mais très peu de gaz, de sorte qu'il ne s'y forme pas de nouvelles étoiles. Celles qui le constituent sont anciennes, petites et rouges. Or, l'astre découvert par sondage est bleu. Cela signifie que contrairement aux autres étoiles de l'amas qui sont nées il y a plus de 8 milliards d'années, ce devrait être une étoile, une jeune étoile massive dont la durée de vie devrait nécessairement être de quelques millions d'années tout au plus, ce qui doit donner également l'ordre de grandeur de son âge. Comment expliquer l'existence d'un astre aussi jeune et donc paradoxal dans NGC 5272, alors que toutes leurs étoiles sont nées à peu près en même temps et qu'il n'y a aucun signe de l'existence de pouponnières d'étoiles dans les amas globulaires? D'autant plus que, grâce notamment aux observations du télescope spatial Hubble, on connaît maintenant un nombre relativement élevé d'étoiles traînardes bleues dans Messier 3. En effet, maintenant bien rodée, la théorie de l'évolution stellaire repose sur les travaux des pionniers de la structure stellaire qu'étaient Chandrasekhar et Martin Schwarzschild il y a plus d'un demi-siècle. Le flot de données astrophysiques obtenues depuis la seconde moitié du XXe siècle n'a jamais démenti cette théorie, bien au contraire. On sait ainsi que plus une étoile est massive, plus elle brille et moins elle dure longtemps. Des étoiles d'environ 10 masses solaires au moins sont chaudes et apparaissent de couleur bleue à l'observation. On les trouve en particulier dans les pouponnières d'étoiles, les amas ouverts, et leurs durées de vie sont inférieures à 10 millions d'années. On sait aussi que la majorité des étoiles vivent en couple et que des transferts de masse dus aux forces de marée s'y produisent parfois. En outre, la densité d'étoiles dans le cœur d'un amas globulaire est telle que les chances d'une collision entre étoiles y sont considérablement plus élevées que dans une galaxie, où elles sont négligeables, pour ne pas dire nulles. Les étoiles binaires, donc liées par la gravitation, sont nombreuses. Dans la Voie lactée, elles constituent même les 2/3 des étoiles. L'étude scientifique de ces étoiles a débuté depuis des siècles. Ainsi, Giovanni Battista Riccioli, astronome et jésuite italien à l'origine de la nomenclature de la face visible de la Lune, du temps de Galilée, avait déjà observé à la lunette le système d'étoiles Alcor et Mizar dans la Grande Ourse. Il avait découvert que Mizar elle-même était en fait un système double, Mizar A et Mizar B. Le scénario pour expliquer les Blue Struggles qui s'est imposé est le suivant. De vieilles étoiles peu massives dans un système binaire finiraient un jour par entrer en collision pour donner une nouvelle étoile un peu plus massive, du coup bleue, et avec une durée de vie certes courte, mais pouvant atteindre 100 millions d'années tout au plus. Des Blue Struggles aux Blue Lurkers, mais voilà maintenant qu'une autre classe d'étoiles paradoxales a été découverte et on les appelle cette fois-ci des rôdeurs bleus, Blue Lurkers en anglais. Tout récemment, une équipe d'astronomes a publié un article que l'on peut lire en accès libre sur Arxiv et qui porte sur une telle étoile découverte avec le télescope spatial Hubble dans un amas ouvert de la Voie lactée connu sous le nom de M67. Même si on est plutôt en présence d'une étoile jaune d'une masse comparable à celle du Soleil, des caractéristiques de cette étoile suggèrent un lien avec le scénario de formation des traînardes bleues, d'où son appartenance à la classe exotique des rôdeurs bleus. Dans un communiqué de la NASA au sujet de cette découverte,
peut lire plusieurs commentaires d'Emily Lehner de l'Illinois Institute of Technology à Chicago, qui explique notamment que selon elle et ses collègues, l'étoile a eu une histoire d'évolution super compliquée. Cette étoile est vraiment passionnante car c'est un exemple d'étoile qui interagit dans un système à 3 étoiles. L'indice principal laissant penser que l'étoile a eu une vie tumultueuse, c'est sa vitesse de rotation élevée, mise en évidence grâce au télescope spatial Kepler de la NASA. Alors que les étoiles normales, semblables au Soleil, mettent généralement environ 30 jours pour effectuer une rotation, le rôdeur bleu n'en met que 4. Il y en a un autre, le rôdeur bleu orbite autour d'une naine blanche. Or, en utilisant la spectroscopie ultraviolette, Hubble a découvert que la naine blanche est très chaude, environ 3 fois la température de surface du Soleil, et pèse 0,72 masses solaires. Or, selon la théorie des naines blanches chaudes de M67, ne devrait contenir qu'environ 0,5 masse solaire, sauf si la naine blanche est sous le produit de la fusion de 2 étoiles qui faisaient autrefois partie d'un système d'étoiles triples. Le saviez-vous? M67 a été enregistré pour la première fois par l'astronome allemand Johann Gottfried Kohler en 1779, puis redécouvert et identifié comme un groupe d'étoiles par Charles Messier un an plus tard. Il se trouve à environ 2800 années-lumière de la Terre dans la constellation du Cancer. M67 est un groupe de plus de 500 étoiles faiblement liées par la gravitation, un groupement connu sous le nom d'amas ouverts. Les amas ouverts comme celui-ci sont généralement assez jeunes, mais M67 est l'un des plus anciens amas ouverts connus, âgé d'environ 4 milliards d'années, soit à peu près le même âge que notre Soleil. En fait, l'amas contient environ 100 étoiles dont la composition et l'âge sont similaires à notre Soleil, ainsi que de nombreuses étoiles géantes rouges et naines blanches. Il abrite également une trentaine d'étoiles traînardes bleues, des étoiles étranges qui sont plus brillantes et plus bleues que la population à partir de laquelle elles se sont formées. M67 est le plus ancien amas ouvert du catalogue Messier. M67 est également inhabituel par sa localisation à peu près de 1500 années-lumière au-dessus du plan de la Voie lactée. La plupart des amas ouverts sont répartis le long du plan central de la Voie lactée. Une clé pour comprendre l'évolution des étoiles triples. Pour être précis et éviter les confusions, la naine blanche serait le cadavre de l'étoile issue de la fusion. Il y a environ 500 millions d'années, mais avant de mourir, l'étoile aurait déversé une partie de sa masse arrachée par les forces de marée de l'astre, qui allait devenir le rôdeur bleu. Le transfert de masse s'accompagnant aussi d'un transfert de moment cinétique, ce qui va donner la naine jaune, en rotation plus rapide qu'attendue, et qui est donc, contrairement à ce que l'on pourrait croire, appelé un blue lurker. Toujours dans le communiqué de la NASA, Emily Lehner explique que nous savons que ces systèmes d'étoiles multiples sont assez courants et qu'ils vont conduire à des résultats vraiment intéressants. Nous n'avons tout simplement pas encore de modèle capable de relier de manière fiable toutes ces étapes de l'évolution. Les systèmes d'étoiles triples représentent environ 10% de la population d'étoiles semblables au Soleil. Mais il est difficile de reconstituer cette histoire évolutive. Mais avec la naine blanche autour de laquelle le rôdeur étudié avec Hubble orbite, on est indirectement en présence d'un des seuls systèmes triples dont nous pouvons raconter l'histoire aussi détaillée de son évolution.
insolite, slash inutile, mais hyper intéressant à savoir, mais quand même inutile un peu. Et puis, parce que j'adore faire ce genre de vidéos. Voilà, je vous laisse ici. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, soyez heureux, buvez de l'eau. Et c'est tout. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo les amis. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Ou bonne journée. Bonne semaine. Bon week-end. Bonne année. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit.